Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans cet entretien avec Alafé Wakili, journaliste et patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Alors, l'actualité qui nous occupe aujourd'hui, sinon qui est marquante aujourd'hui, c'est bien sûr le Mali et ce à un double titre. Tout d'abord, cette fake news concernant une prétendue déclaration attribuée au président français qui aurait intimé aux pays africains de légaliser l'homosexualité sous peine de sanctions. Une fake news validée au sommet de l'État malien par le chef du gouvernement malien en personne, Choguel Kokala-Maïga, ce qui est assez ahurissant. Et ensuite, on parlera sommairement, pourquoi pas, de l'attaque sur un camp de gendarmerie de Bamako à Faladjei qui a eu lieu ce matin, donc ce 17 septembre 2024, et qui a donc suscité une véritable atmosphère de panique dans la capitale malienne. Alafi Wakili, bonsoir. Oui, bonsoir, Raoul. Alors tout de suite, quand au sommet de l'État, le chef du gouvernement d'un pays comme le Mali reprend sans vérification préalable des rumeurs de cyberactivistes qui prétendent que le chef de l'État français aurait intimé à des pays africains de légaliser l'homosexualité sous peine de sanctions. Qu'est-ce que cela vous inspire en termes de perception dans la gouvernance du Mali? C'est le choix du manque de crédibilité qui est fait. Ça peut faire penser que ces mêmes autorités encouragent les fake news sur d'autres thèmes, d'autres sujets, comme on en a vu dernièrement concernant la Côte d'Ivoire, au sujet des militaires qui auraient été arrêtés, au sujet d'attaques contre Abidjan, d'attaques terroristes, au sujet de tentatives de déstabilisation au niveau d'Abidjan. Si un Premier ministre arrive à reprendre ce type de fake news au niveau des voix prêtées au président français Emmanuel Macron sur un sujet, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin d'autres types de fake news au sujet de la Côte d'Ivoire et de beaucoup d'autres pays africains. Et c'est quand même un peu dommage. C'est l'occasion d'appeler les autorités maliennes, notamment le premier Choguel Maïga, à un peu plus de responsabilité, à un peu plus de vigilance pour être à l'abri de ce genre de situation. Ce n'est pas du tout bien parce que, voyez-vous, on en parlera tout à l'heure avec ce qui est arrivé. Si ailleurs, les gens s'étaient pressés pour amplifier dans des faits la situation avec des informations totalement imaginaires et inventées, il est évident que même si ça n'a pas d'impact dans le cours de la situation sécuritaire, cela aurait traumatisé et angoissé les populations maliennes. Ce n'est pas une bonne chose, les fake news, et c'est l'occasion, après l'avoir déploré, d'interpeller les autorités maliennes, en particulier le premier Choguel Maïga, sur la nécessité de rester rigoureux et de rester vigilant et de faire preuve de responsabilité sur la question. Mhm. Alors là, tout à l'heure, vous évoquiez justement une série de fake news auxquelles on assiste. On a parlé d'attaques terroristes en Côte d'Ivoire dans ces derniers temps. On a également parlé de attaques au niveau d'un village, je crois, Bengué, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui aurait fait plus de 90 morts, fait toutes sortes de fake news. Finalement, quand on constate que euh, les dirigeants de ces différents pays au niveau de l'AUS reprennent de façon quasi systématique ces fake news, est-ce qu'il n'y a pas une connivence entre ces autorités et les laboratoires de ce que d'aucuns pourraient qualifier la Russe-Afrique, qui fabriquent régulièrement comme cela des fake news aux fins d'alimenter la terreur, la torpeur chez les voisins côtiers? Oui, je n'ai pas encore, on peut investiguer pour arriver à établir des relations directes, mais il est évident que c'est pas anodin. On dit souvent à qui profite le crime et qui exploite. On voit bien comment on pouvait soupçonner pour tous les autres. On n'avait pas de preuves. Bien entendu, reprendre, tenter de crédibiliser cette deepfake, cette voix et cette vidéo fabriquée du président Emmanuel Macron est quelque chose d'accablant
pour cette affaire précisément, comme pour toutes les autres, parce qu'on peut se dire, ben, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, s'il a fait pour cette affaire-là qui est totalement fausse, qui est totalement imaginaire, on peut penser que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué la vidéo parce qu'un Premier ministre ne peut pas se lever, ses services ne peuvent pas. C'est pas possible. Un En fait, Premier on a ministre déjà d'un vu avec pays, le putschiste burkinabé Ibrahim Traoré qui depuis le 11 juillet a affirmé ouvertement que la Côte d'Ivoire abriterait une base de déstabilisation du Burkina Faso. 2 mois plus tard, toujours aucune preuve n'en est sortie. non, ça, c'est une allégation. Oui, c'est peut-être une fausse information. En fait, je veux dire qu'ils sont Et peut-être coutumiers de ce il genre peut donner une d'allégations non fausse fondées. information comme ça, comme souvent, de bonne ou mauvaise foi, de bonne ou mauvaise foi, on peut en donner les fausses informations. Comme vous voyez aussi, même aux États-Unis, le président Trump en donne. Ça peut arriver. Mais quand on produit soit soi-même de bonne ou mauvaise foi, on peut le faire. Mais quand l'auteur d'une fausse information est connu, identifié, on peut prêter la bonne foi à cet auteur. C'est un président qui vient, qui allègue qu'il y a des centres de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un président. Il est connu. Mais les deepfakes, ça tourne, on ne sait pas qui a fait, dans quelle intention. Et puis, il se lève, on fabrique. Ça, on découvre que c'est fabriqué. Quelqu'un s'est assis pour faire un montage. Ce président, on peut lui prêter une bonne foi au départ. Peut-être qu'il a été abusé. On ne peut pas croire qu'il peut mentir délibérément comme ça, parce que c'est quelqu'un de normal. Mais ça, là, c'est-à-dire c'est quelqu'un, ce n'est même pas plausible, qui s'assoit, qui monte des choses, qui prend une voix ancienne, qui fabrique, qui crée une fausse voix du président Macron, Avec qui des fait quelque erreurs chose. de Ça, grammaire, de syntaxe et tout ça. Bon, enfin, oui, c'est grave. Et puis, un premier ministre qui y croit, c'est-à-dire, c'est à rendre fou, quoi. Donc, absolument. quand on analyse son rapport avec cette situation, effectivement, on se pose la question, on se demande si ils sont vraiment étrangers, comme vous l'avez dit, à tout ce qui se passe concernant toutes ces fake news, toute cette intoxication, toute cette manipulation, tous ces types faits, parce que l'on apprend des articles de presse décrivent effectivement, il y a un réseau de fabrication, il y a un réseau d'influence alimenté par la Russie pour discréditer des régimes africains, pour déstabiliser les régimes africains. Vous-même, vous voyez que les États-Unis ont soupçonné la Russie. Bon, c'est peut-être prêté trop à la Russie, mais il faut aussi regarder en Grande-Bretagne des entreprises ou aussi par rapport au Brexit, ce qui s'est passé à la manipulation, ou comme la Russie, dans ce qu'elle a pu faire comme intervention au niveau des élections américaines avec la victoire de Donald Trump à l'époque. Donc, ces choses-là existent, il y a des gens qui y travaillent, c'est organisé et il faudra qu'on regarde ça de plus près. Alors, on va terminer avec l'actualité brûlante de ce 17 septembre au matin. On s'est réveillé donc avec des bruits de tirs d'armes automatiques à Bamako, à Faladje, des affrontements qui auraient eu lieu entre de prétendus, entre des djihadistes de Al-Qaïda et du Jénim et des éléments de l'armée malienne au sein d'un camp de gendarmerie abriterait une base de drones. Alors, quand on en arrive à ce stade où on vient jusqu'à attaquer au cœur de la capitale malienne, qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction tout de suite en tant qu'observateur? Bon, il paraît que c'est les Français qui suscitaient la rébellion, les terroristes, les Français qui les finançaient. Les Français et les armées occidentales ne sont plus là. Les partenaires d'autres pays sont présents, mais la question n'est pas résolue. Voici ce que ça inspire. On pensait que lorsque les gens qui jouent le double jeu, les ennemis du Mali et de l'Afrique seraient partis, les choses iraient bien, iraient mieux. Apparemment, tel n'est pas le cas. Je ne sais pas si, en dehors de la menace de l'époque où les rebelles marchaient sur Bamako, et puis au-delà de Ouagadougou, et puis il y a eu peut-être quelques tentatives à l'époque à Bamako, mais Bamako a été souvent épargné de façon générale par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à tout ce qui se passe dans le reste du pays comme attaque. La capitale a été plus ou moins sanctuarisée.
pendant longtemps, au point même qu'on disait que c'est parce que la capitale était sanctuarisée et que les armées françaises, onusiennes ou les armées extérieures étrangères restaient dans Bamako, autour de Bamako, pour sécuriser la capitale, que les militaires maliens n'ayant rien à faire avaient le temps de faire des coups d'État. Parce que s'il n'y avait pas ces armées étrangères, qu'en dehors, à côté de la police et de la gendarmerie, les Maliens eux-mêmes devaient assurer la sécurité normale de Bamako, avec la menace djihadiste, je ne sais pas, en plus d'être sur le front, au lieu d'être sur le front, je ne sais pas s'ils auraient eu le temps de concocter des plans pour prendre le pouvoir parce que eux-mêmes, leur vie aurait été mise en danger par les terroristes en pleine capitale, dans leur camp, qui aurait été constamment été la cible. Mais on constate aujourd'hui qu'il n'y a pas d'armée étrangère. On constate que le coup d'État qui a eu lieu au Mali a eu lieu pour deux raisons à l'époque. Il y avait une crise politique qui a créé une sorte de tension sociale, une crise de gouvernance, une crise démocratique, et après, qui a été manipulé pour parler de corruption, de crise grave de gouvernance, suite à un contentieux électoral de revendication des acteurs politiques et sociaux. Et puis la seconde raison, c'était l'insécurité, la question de sécuritaire, comment mettre fin à la menace sécuritaire, à la menace djihadiste et aussi aux menaces pesantes sur la stabilité du Mali. On voit bien que 4 ans après, la question n'est pas résolue à travers cette alerte d'attaque djihadiste à Bamako qui a conduit à fermer provisoirement l'aéroport, à une opération de ratissage, à un certain nombre de choses. Donc, la menace est là et vous voyez, les terroristes sont des gens sans foi ni loi. Les terroristes sont des gens qui ne respectent pas l'ordre et les lois, qui s'en foutent des pays, de l'état de droit et de la constitution et de la stabilité. Donc, lorsque des gens dans un pays eux-mêmes foulent la constitution au pied, lorsque dans un pays les gens foulent l'état de droit au pied, lorsque dans un pays les gens disent non à la démocratie, je ne veux pas commettre la faute, la même faute, le même raccourci que les autres font. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des crises dans la démocratie, ils disent foutez les démocrates dehors, les militaires sont meilleurs. Parce que d'après eux, il y a violation de la Constitution, il y a coup d'État constitutionnel, ils font des amalgames. Donc, ils justifient le coup d'État. Mais moi, je n'ai pas envie de faire le raccourci, mais j'interpelle là-dessus. Les militaires sont en train de devenir, les poutis sont en train de devenir les meilleurs alliés des terroristes. Parce que les terroristes, c'est des hors-la-loi. Ils ne respectent rien. Ils ne prennent rien au sérieux. C'est des tueurs, c'est des hors-la-loi. Lorsque des militaires, qui sont eux aussi des hors-la-loi, qui sont hors constitution, quand ils arrivent, ils suspendent la constitution. Lorsque les militaires, au lieu d'aller combattre avec la force de la loi et de la constitution et de la démocratie, les terroristes sur le terrain, vont de plus en plus se mettre en posture de hors-la-loi, en posture de rébellion institutionnelle pour prendre le pouvoir, ils seront de moins en moins crédibles et légitimes et ils seront de moins en moins efficaces face aux rebelles. Parce qu'ils deviendront aussi ripoux, rebelles. Je ne fais pas le parallèle, mais j'attire l'attention sur le danger. Le danger constituant à délégitimer la démocratie, les élections, l'état des droits, au profit des coups d'État et des putsch, ce danger-là menace même nos pays en réalité et menace nos pays, sérieusement, au-delà des putschistes, au-delà des gens qui font les coups d'État. Et j'attire l'attention là-dessus pour dire qu'il est important que ces pays-là, le Mali notamment, retrouvent une vie démocratique normale parce qu'on a eu à entendre à des moments que tant que la paix n'est pas venue, il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas d'élection. Or, même dans les pays démocratiques, dans les pays apaisés, il y a des actions terroristes, il y a des actions de violence terroriste en Russie, il y a des actions de violence terroriste en Israël, il y a des actions de violence terroriste en France, il y a des actions de violence terroriste aux États-Unis. Mais vous voyez, dans ces pays-là, dit, comme il y a le terrorisme, on arrête tout. Comme il y a le terrorisme, on ne fait plus d'élections.
Comme il y a le terrorisme, on ne fait plus d'état de droit. Comme il y a le terrorisme, celui qui parle, on l'envoie au front combattre les terroristes. Il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de partis politiques. Vous croyez que c'est comme ça on va lutter contre le terrorisme dans le monde? Alors, Je dis justement, non. mhm. Il est important de se ressaisir et de mettre fin à ces régimes d'exception-là pour qu'il y ait plus de synergie et plus d'efficacité pour combattre le djihadisme et le terrorisme au Mali comme ailleurs. Très bien. Alors, en un mot, est-ce qu'il y a des raisons à partir de l'incident de ce 17 septembre, justement, qui survient à l'occasion du premier anniversaire de la création de l'AES? Est-ce qu'il y a des raisons, en un mot, de s'inquiéter pour l'avenir du Mali? Il y a des raisons de s'inquiéter pour tout le monde tous les jours, puisque Dieu est le seul maître des destins des hommes. Tout peut arriver et tout croyant sait que rien de ce qui arrive aux croyants, aux humains, ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Même si les hommes, même si on dit aide-toi, le ciel t'aidera, même si les hommes sont pour beaucoup dans leur propre bonheur comme dans leur propre malheur. Oui, il y a de quoi être inquiet, surtout il y a de quoi être vigilant de part et d'autre. Il y a de quoi plaider pour que ces pays-là sortent des régimes d'exception et comprennent que le système actuel n'est pas un système durable. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le Mali, le Burkina, le Niger sont des pays qui ne pourront pas vivre indéfiniment avec un tel système sans élection, avec un tel système où on a un putsch et puis les gens sont au pouvoir. C'est pas durable. Bon, quand c'est pas durable, le fait que ça puisse pas être durable montre que c'est pas bon. Même s'ils font 20 ans dedans, ils vont en sortir, ils vont revenir à la démocratie, aux élections. Mais c'est 20 ans de perte de temps. C'est inutile parce que un pays ne peut pas vivre sur cette base-là. Même leur allié Poutine organise des élections. Même Poutine qui les soutient dans ce qu'ils font là, il organise des élections chez lui, des semblants d'élections. Il a des députés élus. Il a des élections chez lui. Mais pourquoi eux, ils vont une démocratie à la des démocraties à la malienne, ou bien une gouvernance à la malienne? Mais qu'ils copient le grand frère russe. Même en Chine, il y a un semblant de système démocratique, cooptation, pas d'élection comme peut-être ailleurs, mais qu'ils fassent aussi un tel système où ce n'est pas des militaires qui sont au pouvoir en Chine, c'est des régimes civils. Mais c'est ce qu'on leur demande, créer des conditions et leur légitimité ne doit pas être basée sur les armes. Ils n'ont pas, ce n'est pas juste pour le Niger, pas juste pour le Mali, pas juste pour le Burkina, qu'ils aillent à la bonne école. Et quand je dis cela, je dis ça pour tout le monde. Et puis, bon, il y a, voilà, donc voilà le plaidoyer. Et d'ailleurs, pourquoi il y a eu conflit avec le Mali, ensuite des pressions avec les autres. À l'origine, quand il y a un coup d'État dans un pays, la CDAO, l'Union africaine dénonce, mais qu'est-ce qu'ils demandent? Retour à l'ordre constitutionnel normal. 6 mois, 1 an, 12 mois, 13 mois. Mais dans l'absolu, on ne fait pas la guerre à ces pays parce qu'ils ont fait un coup d'État. La crise est venue au Mali par le refus de respecter les engagements et les délais. Et ça continue depuis 4 ans. Sinon, quand il y a un coup d'État qui arrive, la CEDEAO condamne, mais elle ne fait pas de sanctions comme on l'a vu après, elle ne va pas en guerre immédiatement, elle déplore et elle prend des mesures diplomatiques comme d'autres pays suspendent leur coopération, tout, et elle engage la discussion pour aider le pays à sortir de cette situation et à organiser des élections. Voilà. Donc, le problème qui s'est posé à partir de l'expérience du Mali, qui a fait tache d'huile, qui est arrivé aussi en Guinée, etc., c'est que les gens ont considéré que, bon, finalement, c'est comme, voyez-vous, certains bandits qui commettent des crimes économiques exprès. Ils peuvent voler, détourner 1 milliard ou 2 milliards. Ils prévoient de faire 6 mois, 1 an en prison. Ils dissimulent l'argent d'une manière ou d'une autre. Il s'en va en prison, il fait 5, 10 ans ou même 20 ans, il sort. Et puis, par des moyens détournés, ayant déjà été sanctionné, il se dit, il ne va pas rembourser ce qu'il a fait. Et puis, bon, il profite de l'argent qu'il a détourné. Donc, il y en a qui font comme ça des crimes économiques
Il y en a qui commettent comme ça des crimes. On a eu l'impression qu'à un moment, c'était devenu une mode. On se dit, bon, on fait un coup d'État, on ne tue pas les gens, on prend le pouvoir, ils vont nous sanctionner 1 an ou 2 ans. Après, on se débrouille, on organise des élections. Si nous-mêmes on veut, on est candidat. Et puis, on se donne un label, une légitimité. Bon, la CDAO a vu aussi que ce jeu-là, ça devenait inefficace et que c'était pas bon pour garantir la solidité des institutions. Donc, à un certain moment, surtout que les motifs n'étaient pas valables, à un certain moment, elle a pris des mesures fortes. Donc, il est important de faire cette pédagogie et de rappeler les choses pour dire que il faut que nos amis de Bamako, nos amis de Ouagadougou, nos amis de Niamey et d'ailleurs de Libreville comprennent que la situation d'exception, ce qu'ils appellent même les transitions ne sont plus des transitions et c'est le signe même de leur illégitimité parce que même si la transition dure 20 ans, elle n'est que transition et il est important de sortir de la transition pour créer les conditions d'une gouvernance qui s'installe dans la durabilité, dans l'équité et dans l'état des droits. Alafé Wakili, merci d'avoir été là et merci pour d'apporter votre contribution à la compréhension de ces différents sujets sur le Mali.